Bonsoir et bonjour à vous, place aux juristes. C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Joss dit le droit, le grand rendez-vous de la science juridique, l'émission qui vous apporte des analyses, des critiques, de propositions, de suggestions sur toutes les questions de droit qui se posent dans notre société en vue de vous former et de vous informer. Très chers téléspectateurs, comme toujours, nous vous apportons de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques. Pour notre entretien de ce soir, un sujet sera au cœur. Il s'agit de droit à la manifestation publique. Pour en parler, je ne suis pas seul, toujours accompagné de mes invités. J'ai reçu pour vous Maître Kizi Tongoï, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Eric Ngandou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, très chers téléspectateurs, vous le savez très bien, ces derniers temps, notre pays, si pas la ville de Kinshasa, rime ou vit au rythme de manifestations publiques organisées par le comité laïque de coordination, en collaboration avec l'Église catholique. Nous sommes des juristes et nous avons reçu pour vous des juristes. Avec eux, nous allons débattre sur des questions de droit. Nous allons rester sur l'optique du droit pour essayer de voir est-ce que cela est-il normal qu'il y ait de manifestations publiques de cette manière-là. Ensemble avec mes invités, nous allons décortiquer cette question pour en savoir un peu plus. Monsieur Maître Kizi Tongoï, je commence avec vous. Nous avons déjà 12 ans, si je ne me trompe pas, de notre Constitution, et la Constitution consacre la liberté de manifestation publique. Vous avez une lecture par rapport à ce droit-là? J'ai une lecture, merci monsieur les journalistes. Il est certes vrai que la Constitution consacre les droits des manifestations publiques, que les peuples congolais, chacun dans ses droits et prérogatives, devrait, s'il estime bon, organiser une manifestation, une réunion publique, soit-il, mais cela ne peut pas être comme si nous vivions dans un état de nature, puisque la Constitution a prévu, il fallait respecter les règles telles que c'est établi, parce que lorsque vous lisez d'entrée le jeu l'article 26 de la Constitution, à son dernier alinéa, vous verrez que ces dispositions constitutionnelles nous renvoient à la loi. Ici, la loi est sur les manifestations et réunions publiques. Alors, lorsque vous allez scripter cette loi-là, vous allez trouver que depuis que cette constitution est en vigueur, cette loi-là n'a jamais été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il se retrouve en face de nous un décret loi de 1909 qui règle cette matière-là. C'est là qu'il y a un problème aujourd'hui dans notre République. Et lorsque les manifestations sont convoquées par les organisateurs, et des fois, avec les autorités urbaines, il y a toujours eu un malentendu qui, au finish, crée un peu de troubles et de tensions, chose qu'on ne voudrait pas. Mais ici, nous sommes seulement heureux d'avoir que dans la dernière sortie médiatique du président de la République, lors de sa conférence de presse, il a demandé en sorte que les législateurs devraient vraiment, dans cette rentrée parlementaire au mois de mars, faire tout pour faire en sorte que cette loi-là soit votée, la loi sur les manifestations et réunions publiques qui va recadrer toutes les préoccupations majeures afin que les organisateurs puissent être en harmonie avec la loi, mais aussi avec les autorités urbaines. Monsieur Maître Kizi Tongoï, vous êtes sûr avec moi que lorsque la loi n'a pas encore été promulguée, la Constitution parle de l'information à l'autorité compétente. Et les décrets que vous faisiez allusion, j'espère bien qu'ils parlent de l'autorisation. Entre la Constitution et les décrets, qu'est-ce qui sera d'application? C'est la Constitution qui doit être d'application. Mais cette Constitution-là nous renvoie à une loi. Puisque c'est cette loi-là qui devrait, de toutes les façons, déterminer l'information. Comment on peut voir ou accepter cette information-là? C'est par écrit. Et cet écrit-là, quelles sont les mentions substantielles de cette information-là pour que l'autorité urbaine puisse prendre acte de cette manifestation? Vous voyez, aujourd'hui, nous devons être vraiment concrets avec notre État. Et lorsque les organisateurs des manifestations publiques, des fois, si vous regardez bien, même dans leur écrit, ils ne précisent pas l'itinéraire, et que par conséquent, l'autorité urbaine est obligée de les convoquer, afin de voir dans quelles conditions, et celle-ci devrait mettre à sa disposition la police pour superviser celle-ci. C'est là qu'il y a toujours eu un peu de problème. Lorsque l'itinéraire n'est pas précisé dans une copie
informant l'autorité compétente pour une tenue d'une manifestation ou d'une marche, est-ce là un motif pour interdire la tenue d'une manifestation publique ou d'une marche? D'entrée de jeu, il n'y a aucun texte qui dit qu'une manifestation peut être interdite, puisque la Constitution demande l'information. Okay. Et lorsqu'on informe, ça passe. Puisque nous avons la police. La police, son travail, c'est d'encadrer les peuples congolais, les manifestants. Okay. Vous voyez? Donc toutes les conditions, ils sont prises en compte. Mais ce qui se passe, c'est l'absence de cette loi-là. Puis cette loi, quand la Constitution nous renvoie à celle-ci, c'est parce que on sait que cette loi détermine toutes les notions nécessaires quant à la bonne tenue de ces manifestations. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que la loi soit promulguée? Parce que nous savons très bien que cette loi émane de l'honorable Deli Sesanga qui a été déjà débattue à l'Assemblée nationale. Le président nous a promis, et qu'est-ce qui bloque encore cette promulgation? Ce que je ne sais pas, j'apprends de vous que cette loi a été débattue. Elle est à quel niveau? On ne sait pas. Que dit lui-même l'initiateur de cette loi, Deli Sesanga, aujourd'hui? Il s'était, il n'y a rien du tout qui s'est dit, sauf nous constatons et que nous n'avons pas cet instrument-là juridique qui est important aujourd'hui, avec tout ce que nous constatons qu'on va vivre de l'autre côté des réactions épidermiques, certains qui pensent que non, c'est le moment qu'il faut troubler l'ordre public dans notre nation, mais nous estimons qu'il est aujourd'hui urgent et que les législateurs ils fassent son travail, que cet instrument juridique il soit à notre portée, ou je dirais à la portée de ceux qui dirigent la cité. Ok, merci beaucoup. Monsieur Eric Ngando, je signale que vous êtes président de Jeunes pour la justice au Congo. Vous avez suivi votre co-débatteur, maître Kizitongo, et quelle est votre lecture 12 ans après la Constitution? Est-ce que ce droit à la liberté des manifestations publiques est-il effectif? Monsieur Kalinga, il y a d'abord quelque chose qu'il faudra préciser avant de tout dire. Les droits à la manifestation publique, c'est d'abord un droit de l'homme. Avant que je puisse vous dire si la Constitution ou alors ces droits est respecté dans la pratique, j'aimerais d'abord vous relever quelques caractéristiques importantes de ces droits de la manifestation. Le droit à la manifestation publique est d'abord un droit de l'homme. Il est un droit de l'homme comme tel, il est un droit fondamental. Il est aussi considéré comme un droit liberté. Quid d'un droit de l'homme? Si on le considère comme un droit de l'homme, c'est tout simplement pour dire que c'est un droit qui est inhérent à la personne humaine. C'est-à-dire que aucun État, si vous voulez, aucune législation d'un État ne peut en passer outre. Ça, c'est un. Et est un droit fondamental. Pourquoi un droit fondamental? C'est tout simplement parce que c'est un droit qui est garanti dans la Constitution. Et comme étant, c'est que ça devient un droit subjectif, auquel l'État ou alors les droits positifs ne peuvent en écarter, n'est-ce pas? Et c'est aussi un droit liberté. Un droit liberté pour signifier que c'est un droit que reconnaît aux manifestants ou au peuple de pouvoir avoir le pouvoir de soit agir ou de ne pas agir. C'est-à-dire qu'aucune personne ne peut contraindre l'autre à pouvoir manifester. Ça, c'est débat est clos. Alors, la Constitution de la République démocratique du Congo, qui est votée ou promulguée depuis le 18 février 2006, aujourd'hui, vous m'avez dit qu'il fait 12 ans, que cette Constitution est mise en place. Alors, cette Constitution reconnaît à tout individu le droit de pouvoir manifester. Parce que, vous savez, il y a M. John Kennedy qui avait dit « Ceux qui rendent les manifestations pacifiques impossibles rendent les manifestations violentes inévitables. » N'est-ce pas? Okay. C'est pour dire que, comme la Constitution en a déjà réglé la chose, il faut laisser maintenant la latitude au peuple de pouvoir manifester leurs opinions. Parce que le droit à la manifestation est un droit de l'homme, comme je viens de le dire. Mais quand on parle des droits de l'homme, j'aimerais ici qu'on puisse souligner une chose importante, que dans la classification des droits de l'homme, il existe au moins 3 générations des droits de l'homme. Il y a les droits de l'homme qu'on appelle les droits de première génération, les droits de deuxième génération et les droits de troisième génération. Qu'est-ce que le droit de première génération? C'est ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Ce sont là les droits de première génération. Et les deuxième ou de deuxième génération, ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont les droits de la deuxième génération. Et troisième génération, ce qu'on appelle des droits embryonnaires. C'est pour dire que c'est un droit qui est reconnu à tout individu. Alors, le droit à la manifestation publique est un droit de la première génération. Et quand on parle des droits de la première génération, ce qu'on appelle les droits dont l'État doit avoir une certaine attitude. Les pouvoirs publics doivent avoir une certaine attitude face à ces droits-là. Quelle est l'attitude que doivent avoir les pouvoirs publics? C'est une attitude d'abstention. Quand je dis attitude d'abstention, implique certaines obligations dans les chefs de l'État. Quelles en sont? C'est d'abord l'obligation de respecter.
Ça, c'est la première obligation. Deuxième obligation, l'obligation de protéger. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on appelle obligation de respecter. Allez-y, allez-y. L'obligation de respecter implique dans le chef de l'État l'obligation de ne pas s'immiscer dans les exercices de droits par les citoyens. C'est-à-dire que l'État ne peut pas s'ingérer lorsque la population est en train de se manifester. Alors, lorsque l'État pourrait s'ingérer, cette ingérence doit être établie ou voulue par la loi. Ça, alors, excusez, monsieur Eric Ngando, je vous relance. Vous êtes sûr que si l'État doit respecter, lorsqu'une manifestation publique a tendance ou a des intentions de troubler l'ordre public, l'État doit continuer toujours à respecter ou à laisser ses manifestants de poursuivre leurs droits? C'est ce que je vous ai dit. Okay. John Kennedy en a déjà réglé cette question. Il a dit, ceux qui rendent les manifestations pacifiques impossibles rendent les manifestations violentes. Nous avons bien retenu et nous sommes en train de poser le principe. Lorsque la manifestation ou les manifestants sont en train de manifester leurs droits ou leur opinion, c'est leur droit reconnu. Comme je l'ai dit, c'est un droit de l'homme, donc c'est reconnu à tout individu de pouvoir se manifester. Alors, quel est maintenant, qui doit être considéré comme exception à ces droits-là? C'est ça maintenant la problématique. Okay. D'ailleurs, d'abord je vais vous dire une chose, le droit civil et politique, c'est ce qu'on appelle des noyaux durs des droits. Qu'est-ce qu'on appelle des noyaux durs des droits? C'est-à-dire ce sont des droits qui ne peuvent pas être dérogés. La Constitution de la RDC n'en fait pas l'exception. Si vous lisez l'article 61 de la Constitution du 18 février dont nous faisons allusion ici, la Constitution reconnaît à certains droits l'obligation de ne pas être dérogé. C'est-à-dire, tant d'autres, c'est les droits aux manifestations publiques. Ces droits-là ne peuvent pas être dérogés, c'est-à-dire ne peuvent pas subir certaines exceptions. Mais néanmoins, si vous lisez l'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, reconnaît que lorsqu'il y a quelques moyens qui peuvent permettre à ce que les manifestants puissent dépasser leurs droits, il y a maintenant lié à pouvoir respecter les droits d'autrui. Okay. Et c'est là maintenant les droits ou l'ordre public. Okay. Lorsque l'ordre public est troublé, mais revient à l'État encore son obligation de pouvoir protéger l'ordre public. Ok. Maître Kizito, votre co-débatteur dit que l'État ne doit pas étouffer à la population d'user de leur droit de manifester. Qu'est-ce que vous pouviez dire par rapport à ça? Nulle part il est dit dans la Constitution que l'État doit étouffer les manifestations publiques. Et étouffer les manifestations publiques, c'est violer les droits de l'homme. Okay. Nous sommes d'accord. Et nous sommes dans notre pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Okay. Et que les autorités sont censées respecter ces droits. Et les droits des citoyens, de ceux qui manifestent. Mais je venais tantôt de vous le dire. J'ai entendu mon ami dire ici qu'il a évoqué Kennedy. Mais nous sommes en République démocratique du Congo. Où les manifestants, ou soit les organisateurs, ils doivent écrire à l'autorité urbaine. Mais là, il faut savoir, lorsqu'ils écrivent, qui sont-ils? Ils ont quelle nature juridique? Puisque vous avez parlé des marches, la dernière marche qui a eu lieu le 21. Okay. Vous avez parlé des comités de laïcs qui ont écrit. Et lorsqu'il est avéré que les conseils provinciaux de sécurité s'est réunis et a fait appel à ces derniers, pour venir afin de voir l'itinéraire qui n'était pas fixé et comment est-ce qu'on pouvait encadrer les manifestants. Ces derniers ne sont pas venus. Vous voyez. Alors, l'obligation des dirigeants n'est pas là pour faire en sorte qu'il y ait des troubles. Non, il faut que tout doit être déjà pris en considération dès le début. Donc, savoir, on va prendre telle direction et telle direction, mais aussi l'objectif poursuivi par ceux qui manifestent. Quel est leur point de vue? Ils réclament quoi? C'est là qu'il y a toujours des problèmes, des barres de fer. Vous entendrez dernièrement, on demandait l'application de l'accord. Okay. Au moment où l'accord, même pour ceux qui essaient d'analyser les choses de manière objective, savons que l'accord est appliqué, dans la mesure où l'accord demandait qui est le Premier ministre, qui est là. Mais vous ne pouvez pas empêcher à ceux qui veulent manifester un objectif précis par rapport à vous. Eux, ils manifestent parce qu'ils ont un objectif à eux. Ils se disent que l'accord n'a pas été respecté. Est-ce que c'est là pour autant qu'une manifestation doit être interdite? Non, la manifestation, jusqu'aujourd'hui, moi j'ai vu déjà marcher le 21. Mais c'est une manifestation qui a été interdite, vous êtes d'accord avec moi? Non, elle n'était pas interdite. Et sauf que l'autorité urbaine n'a pas pris acte de leur demande. Maître, nous sommes juristes. Puisque ne pas prendre acte et interdire sont là des choses
différentes. Et quand l'autorité urbaine dit qu'il n'a pas pris acte, cela veut dire quoi? Cela veut dire, dans les contextes qui est le nôtre, qu'il a invité les organisateurs, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas présentés pour voir comment est-ce qu'ils vont marcher. C'est ça le problème. Ils ne devraient pas prendre acte. Vaille que vaille. Imaginez qu'il y a des troubles. Mais imaginez qu'il y a des morts d'homme. Il est censé protéger. Oui, il est censé protéger. Ou encadrer la manifestation. Il est censé encadrer. Mais dans la mesure où vous ne lui facilitez pas la tâche, en indiquant l'itinéraire, en indiquant les motifs valables, donc que l'État soit derrière. Donc pour vous, le seul fait de ne pas indiquer l'itinéraire ou le motif revient à interdire une manifestation. Non, c'est cela que je vous dis. L'autorité urbaine n'a pas interdit. N'a pas dit nous j'interdis les manifestations. Sauf il ne prend pas acte. Pour des raisons qu'il estime, des raisons purement aussi sécuritaires. Lorsqu'il estime, non, avec la mesure où évoluent les choses, je risque moi-même, parce que je ne sais pas maîtriser les gens même qui viennent demander. Imagine bien après les manifestations. Nous avons entendu, c'est lui qui n'était pas organisateur réagir. C'est le cardinal qui réagit. Alors que le comité laïque est là, l'organisateur. Il n'a pas réagi. Vous voyez que ce sont des choses purement politiques. Les gens n'ont pas voulu respecter les droits. Ils étaient dans l'association purement politique et des revendications purement politiques et que les droits étaient à côté bafoués. Moi j'ai besoin que les c'est là qu'il y a le problème. Et maintenant, la question qui va se poser, c'est comment établir les responsabilités. Oui, alors, avant d'arriver à ce niveau-là, moi je veux savoir comment est-ce qu'une manifestation publique peut-elle être interdite ou comment est-ce que l'autorité compétente peut arriver à décliner sa responsabilité pour dire qu'il ne prend pas acte. C'est dans la mesure où nous n'avons pas la loi sur les manifestations publiques aujourd'hui. Pour que la population use de son droit, il doit attendre jusqu'à ce que la loi soit promulguée. Et normalement, puisque là, si la loi n'est pas promulguée aujourd'hui, avec une constitution qui nous parle seulement d'informer, et à son dernier alinéa, il nous demande, la loi doit déterminer les mesures d'application. Merci beaucoup. Et là, la loi en question n'est pas là. Donc les mesures d'application ne sont pas déterminées. Ok, merci beaucoup Maître Guizito. Vous avez suivi Maître Guizito. Il dit que vous ne pouvez pas encore user de votre droit de manifester parce que la loi n'est pas encore promulguée. Le président a promis lors de la conférence de presse que vous aurez bientôt votre loi de manifestation publique. Donc vous devez prendre votre mal à patience. Monsieur Kalinga, c'est là où commence l'insécurité juridique. Parce que quand il faut commencer à interdire la population de manifester jusqu'à attendre une loi, je me sens encore en sandwich. Écoutez, d'abord, Maître Guizito a commencé tout au début par reconnaître un décret qui existe. C'est un décret de 1999. Je vous signale ici que jusqu'à aujourd'hui, ce décret n'est pas encore abrogé. C'est un décret qui est encore en vigueur, n'est-ce pas? Mais seulement que dans ces décrets-là, il y a quelques dispositions qui ont été abrogées par la Constitution. Parce que les décrets, vous allez vous entendre qu'ils sont un décret de 1999, c'est-à-dire c'est un décret qui est venu avant la Constitution. Alors lorsque la Constitution est venue en 2006, la Constitution a établi certaines dispositions constitutionnelles, entre autres la disposition du régime d'information à la place du régime d'autorisation qui a été établi dans les décrets de 1999. Donc c'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, si la Constitution renvoyait dans son article 26 alinéa 2 à une loi, nous devons nous conformer à ce décret-là. C'est les décrets qui nous régissent jusqu'à aujourd'hui, nous permettant de savoir comment manifester. Alors, ce sont les articles 4, 5, 6, 7 de ces décrets qui ont été abrogés par la Constitution. C'est pour dire quoi? La population ne doit pas entendre une loi, qu'elle soit votée pour qu'elle commence à manifester. Pour autant que chaque jour, cette population est victime des violations de leurs droits. Alors, il y a une sagesse française qui dit, lorsqu'un peuple ne sait pas revendiquer ses droits, alors que ces droits-là sont violés, c'est un peuple qui ne connaît pas la démocratie. Alors, si le peuple congolais n'arrive pas à revendiquer leurs droits, nous allons nous entendre dire que le peuple congolais n'a pas encore compris ce qu'on appelle démocratie. Donc, on doit ici faire entendre nos voix pour dire que... Mais comment allez-vous faire entendre votre voix parce qu'il n'y a pas une loi qui précise la manière dont vous devez informer? Je vous réaffirme, mais je réitère encore mes mots en vous disant que il y a un décret de 1999. Mais ces décrets instituent le régime d'autorisation. Exactement. Donc vous êtes d'accord que nous continuons à vivre dans ce régime? C'est ce que je vous dis. Que ce décret-là n'est pas abrogé. C'est un décret qui est en vigueur, mais ce sont les quelques dispositions qui ont été abrogées par la Constitution. Parmi tant d'autres, c'est la disposition qui renvoyait ou qui constituait le régime d'autorisation à la place du régime d'information que la Constitution a mis en place. Alors, quand on parle du régime d'information au régime d'autorisation, nous allons nous entendre que dans le régime d'autorisation,
le pouvoir ou l'autorité administrative avait ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires, des pouvoirs autoriser la marche, tout comme d'interdire la marche. Mais avec le régime d'information, le pouvoir ou l'autorité administrative est déchu de ces pouvoirs discrétionnaires. Désormais, qu'est-ce que doit faire l'autorité administrative? L'autorité administrative doit d'abord prendre acte de ce que les manifestants, les organisateurs, lui ont demandé, de pouvoir manifester une organisation ou une réunion publique. Alors, lorsqu'une lettre est déposée dans son bureau, il doit étudier la lettre. Ça, c'est normal. Il doit étudier la lettre. Alors, il n'a pas seulement le droit d'interdire la manifestation. Qu'est-ce que doit faire l'autorité administrative? L'autorité administrative doit être maintenant en face de deux réalités qui sont en face de lui, ou d'elle. C'est d'abord la réalité du droit de l'homme et la réalité des droits d'autrui. N'est-ce pas? Il y a M. John Stuart Mill qui avait dit le droit des uns se limite là où commencent les droits des autres, ou la liberté des uns se limite là où commence celle des autres. Donc, là où les uns demandent leurs droits, il faut aussi savoir que les autres aussi en ont les leurs, n'est-ce pas? Alors, que doit maintenant faire l'autorité administrative? Doit d'abord protéger les droits de l'homme, qui sont internationaux, qui sont reconnus dans toutes les constitutions de la RDC ou de tous les États, et aussi protéger les droits d'autrui, c'est-à-dire l'ordre public. Alors, lorsqu'ils sont que l'ordre public serait en menace ou serait troublé, l'autorité n'a que le pouvoir de pouvoir protéger et doit maintenant appeler les organisateurs, s'entendre. Et donc je comprends que vous êtes d'avis avec Maître Kizito quand il dit que l'autorité avait raison de décliner sa responsabilité quand il dit qu'il ne prend pas acte. Parce qu'il se sent un peu dans l'insécurité. Même dans les États de vieille démocratie, il est toujours reconnu à l'autorité administrative de pouvoir décliner sa responsabilité en disant que, à l'heure actuelle, vous me demandez la marche ou le droit de manifester, je me sens en impossibilité de vous garantir. Alors, est-ce que cela ne revient-il pas au même régime que nous avions à l'époque, au régime d'autorisation? Parce que nous restons toujours dans la logique de l'appréciation de l'autorité compétente. Monsieur Kalenga, c'est ce que je vous confirme en disant ceci. Dans le régime d'autorisation, il y avait un pouvoir discrétionnaire. Mais nous sommes là toujours en train Maintenant, dans le régime d'information, on doit faire une chose, une analyse. C'est laquelle? C'est que l'autorité administrative ne doit pas prendre une décision en termes initial ou alors en termes personnels. Disons que je refuse la marche. Il doit, ou elle doit appeler comme autorité les organisateurs de la marche, leur faire montrer leurs défauts. Parce que lorsque les organisateurs organisent une lettre ou écrivent une lettre, cette lettre-là doit comporter certaines mentions. Entre autres, l'itinéraire, entre autres, la légalité de la personne qui en a établi. C'est-à-dire, par exemple, comme c'était le cas du comité laïque, les comités laïques devraient aussi faire preuve ou démontrer sa personnalité juridique. Est-ce que c'est une personne qui existe en droit? Si tel n'est pas le cas, on ne sait pas qui demande cette autorisation. D'accord, merci. Là, au moins, Monsieur Maître Kizito, donc pour organiser une manifestation publique, il faut d'abord être une personnalité juridique. Il faut avoir une personnalité juridique, ça c'est vrai. La population ne peut pas organiser de manière ad nutum, comme ils veulent, une manifestation publique. Non, mais comment ils vont saisir l'autorité urbaine? Un groupe d'individus qui se sentent un peu mal à l'aise dans une commune, ils veulent revendiquer leurs droits, ils ne peuvent pas manifester parce qu'ils n'ont pas de personnalité juridique. Non, ils vont écrire. C'est l'écrit qui pose problème. Mais oui. Ils vont écrire, ils vont solliciter une rencontre. Il n'y a pas pour revendiquer un droit, il faut toujours manifester. Il y a plusieurs moyens pour revendiquer les droits. C'est entre autres aller dans les bureaux de l'autorité urbaine, discuter avec lui, présenter l'état de besoin, ce qui se passe. Et non seulement manifester. Ça, c'est le problème. Je suis vraiment d'accord avec mon confrère sur ce plateau du fait qu'il est reconnu qu'entre les régimes d'autorisation et celui d'information instauré par notre Constitution, mais celle-ci qui nous renvoie à une loi. Et lorsque vous prenez ces décrets, l'article 4, la troisième disposition est relative à la déclaration préalable, demande ceci. Les autorités urbaines peuvent autoriser. C'est dans l'hypothèse où nous nous retrouvons même aujourd'hui, où vous avez des gens qui n'ont pas de personnalité juridique, qui saisissent l'autorité urbaine pour des questions éminemment politiques. Or, lorsque l'autorité urbaine reste, il regarde et dit non, des revendications, ils sont des revendications purement de nature à troubler l'ordre public. Et nous risquons, là où nous allons, à engager notre responsabilité. Et les raisons pour lesquelles, venez, discutons. Mais ce que nous pouvons demander en tant que miroir de la justice, c'est que le législateur
ne doit pas être là au palais du peuple, en train de dormir. Il est urgent que cette loi-là soit là. Parce qu'il n'est pas aussi question aujourd'hui d'étouffer les droits des manifestants. C'est étouffer la démocratie. La démocratie voudrait que chacun s'exprime, chacun parle de ce qu'il veut. C'est comme ça que les pays se construisent. C'est comme ça que nous allons développer notre pays. Nous ne pouvons pas être là encourager qu'on étouffe les manifestants ou qu'on n'accorde pas. Non, nous voulons qu'il y ait une loi, puisque nous sommes tous appelés à respecter celle-ci. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre votre émission Georges dit le droit, le grand rendez-vous de la science juridique. Nous avons reçu aujourd'hui pour vous 2 éminents juristes. Il s'agit de Monsieur Eric Ngandou, qui est président de Jeunes pour la justice au Congo, et Maître Kizito Ngoi, avocat au barreau de la Gombe. Nous sommes en train de parler sur le manifestation publique en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de chercher à comprendre comment est-ce qu'une manifestation publique peut-elle être organisée et pourquoi est-ce que une autorité compétente peut refuser d'accorder aux manifestants la possibilité de manifester. Très cher Eric Ngandou, nous allons bientôt atterrir. Comment pourriez-vous expliquer que chaque fois, surtout ces derniers temps, lorsqu'il y a organisation d'une manifestation publique, d'une marche pacifique, il y a coupure d'Internet, il y a coupure de réseau. Quel est le raccordement, quel est le lien qui pourrait exister entre l'interdiction même de cette manifestation publique et la coupure de l'accès à l'Internet? Parce que vous le savez aussi bien que l'Internet, c'est aussi un autre droit autonome, qui est ici le droit de l'information. Quel est le raccordement qui pourrait exister entre l'interdiction de la manifestation publique et la coupure de l'accès à l'Internet? Monsieur Kalinga, je pense que je pourrais répondre à cela en disant que ce sont des kimils de violations des droits de l'homme en droit de l'homme. Ce sont des kimils, c'est seulement des kimils. Parce que pourquoi? D'abord, vous interdisez, n'est-ce pas? Vous interdisez que les gens puissent manifester leurs opinions. C'est d'abord une violation des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, avec le régime d'information, il n'est reconnu à aucune autorité administrative soit-elle de pouvoir interdire aux manifestants leur droit de pouvoir s'exprimer sur la voie publique. De deux, vous interdisez encore les droits d'accès à l'information par les moyens de l'Internet. C'est encore une chose importante. Mais quel est le lien qui existe entre la marche et la coupure de l'Internet? Vous avez une minute, cher Eric. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. C'est seulement la mauvaise volonté de elle-même, l'autorité administrative. Où elles se sont dit que elle-même se connaît déjà que si je laisse ces manifestants, moi-même j'ai déjà organisé, la police à gâchette facile, qui va tuer comme elle peut, et voilà, ce mieux déjà d'arrêter l'Internet pour ne pas permettre à ceux qui sont dans l'hémisphère nord de comprendre ce qui s'est fait à Kinshasa. À ce niveau-là, je comprends. Mais s'il y a d'autres raisons, jusqu'ici, je ne connais pas. Et je ne maîtrise même pas ces fruits-là. Ok, Maître Kizito Ngoi, pourquoi ces raccordements, interdiction de manifestation publique et coupure de l'accès à l'Internet? Il est question, lorsqu'on exerce les fonctions d'État, et il faut exercer ces fonctions avec une haute responsabilité. Vous voyez, dans notre pays, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'Internet et cette jeunesse aussi montante qui s'intéresse à la chose, à chaque fois qu'il y a manifestation, c'est devenu une manipulation. Il y en a qui se donnent l'audace de prendre les images qui ne sont pas de la République démocratique du Congo et les balancer, afin de faire voir que nous avons un État qui tue, un État bandit, un État qui n'encadre pas ses citoyens, qui tue, tout ça. C'est pourquoi on a voulu couper court. Voilà. Et que c'est lui qui a la responsabilité de ces domaines a préféré en sorte qu'à chaque fois qu'il y a de telles manifestations, mais ce n'est pas toutes les manifestations, regarde bien dans ces pays. Lorsque vous regardez en 2015, janvier 2015, les manifestations qui ont eu lieu, l'Internet fonctionnait. L'Internet fonctionnait, mais tellement qu'on en a abusé que ceux qui sont aujourd'hui, qui se réclament de l'opposition, malheureusement, ils veulent passer des images qui ne sont pas correctes pour accuser l'État. Voilà. Et donc, vous violez même le droit de ceux qui n'ont pas pris accès à cette manifestation publique. On ne veut pas, on sécurise l'État. La sécurité des Congolais et même l'image de la République vis-à-vis des autres pays. Comment voulez-vous qu'on puisse porter les chapeaux dont vous ne connaissez pas? Aujourd'hui, tout tourne sur les dos de nos dirigeants. Dans la mesure où ces derniers, apparemment, ne sécurisent pas, ne sont pas là pour protéger les concitoyens. Et non, il faut mettre fin à ce système. Un système qui voudrait aujourd'hui et que les organisateurs des marches
puisse nous dire la vérité de ce qui se passe. Et aussi, l'État congolais a la responsabilité de nous établir les faits tels que ça s'est passé. C'est ça l'État des droits. Et qui porte la responsabilité de tous ces béviots qui arrivent lors de marches publiques? Et là, il y a double responsabilité. Il y a aussi l'État qui est appelé à sécuriser. Vous avez 30 secondes. 30 secondes, merci. Il y a l'État qui est appelé à sécuriser, mais aussi les organisateurs. Puisque les organisateurs, lorsque vous organisez bien les choses, ça finit bien. Et regarde bien dans l'histoire de notre pays, il y a eu des manifestations, alors de haute envergure qui y ont réussi. Mais d'autres, puisque les motivations, ils sont purement politiques, on déroute les choses. Déjà, là, nous sommes à la fin. Monsieur Eric, qui porte la responsabilité lorsqu'il y a mort d'homme, lorsqu'il y a des blessés? Qui doit être responsable de cela? Monsieur Kalinga, la responsabilité est partagée. D'abord, du côté des organisateurs, ils ont aussi une responsabilité. Et du côté de l'État. Pourquoi l'État engage sa responsabilité? C'est du fait de la disproportionnalité entre l'attaque et la riposte. Parce que l'attaque de la population n'était pas une attaque militaire. Mais vous allez constater que l'attaque maintenant de la police devient une attaque militaire. À ce moment-là, l'État engage plus de sa responsabilité à cette cause-là. Voilà un peu les choses. Le geste fatal de M. Serge Kabongo, à qui je dis bonsoir et bonjour là où il nous suit. Très chers téléspectateurs, les débats étaient houleux. Nous avons reçu pour vous les juristes qui ont parlé, qui ont donné leur point de vue par rapport à la thématique qui est au cœur de notre débat. Il s'agissait ici de droit à la manifestation publique. Vous avez suivi les analyses et les critiques de certains, de chacun de mes invités. Très chers téléspectateurs, vous pouvez réagir à travers le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Appelez-nous pour donner vos propositions ou vos suggestions. Et si vous voulez être aussi le prochain invité de votre émission Georges Tille le droit, appelez-nous, nous serons toujours contents de vous recevoir. Très chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. Bonsoir.